En ce moment, Cuba est pratiquement à l'arrêt. Une crise énergétique d'une ampleur inédite a coupé l'électricité, immobilisé les transports et laissé des montagnes de déchets s'accumuler dans les rues. Alors, comment un pays entier peut-il se retrouver paralysé, comme ça, du jour au lendemain? On va voir que c'est une histoire complexe qui mêle dépendance, géopolitique et des vies humaines complètement bouleversées. Quand on pense à La Havane, on imagine des rues animées, pleines de vie. Mais là, c'est une autre image qui s'impose. Des montagnes de déchets qui s'accumulent partout. La collecte des ordures est quasiment à l'arrêt. Et la raison, elle est toute bête, mais elle est terrible. Les camions poubelles n'ont tout simplement plus d'essence pour rouler. Pour se rendre compte, il faut regarder les chiffres. La Havane, en temps normal, c'est une flotte de 106 camions poubelles. Aujourd'hui, il n'en reste que 44 en état de rouler. Ouais, moins de la moitié. Tous les autres sont à l'arrêt, immobilisés, faute de carburant. Bon, ces montagnes de déchets, c'est vraiment le symptôme le plus visible, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, si on veut. C'est le signe d'une crise bien plus grave, une crise qui touche au cœur du réacteur, si je puis dire, l'énergie. Alors la question, c'est comment on a pu en arriver là? Pour tout comprendre, il faut s'intéresser à un mot-clé, la dépendance. La dépendance énergétique de Cuba. D'où vient son pétrole, au juste? Et surtout, pourquoi est-ce que, tout d'un coup, le robinet a été coupé? Et là, avec ce graphique, on voit tout de suite le problème. Cuba ne produit sur son propre sol qu'un petit tiers du pétrole dont le pays a besoin. Tout le reste, c'est-à-dire les 2 tiers, l'énorme majorité, venait d'un seul et unique pays, le Venezuela. C'est ce qu'on appelle une dépendance massive. Et c'est vraiment ça, le nœud du problème aujourd'hui. Alors, pour mettre des chiffres là-dessus, chaque jour, Cuba a besoin d'environ 120 000 barils de pétrole. Sauf que sa production locale, elle, peine à atteindre les 40 000. Et en plus, ce n'est pas tout, ce pétrole cubain est de mauvaise qualité. Il est lourd, difficile à utiliser pour plein de choses. Donc, le calcul est vite fait, il y a un trou énorme à combler, et pour ça, pas le choix, il faut importer. Et c'est là que tout bascule. Le point de rupture, c'est quand Washington décide de couper ce flux vital de pétrole entre le Venezuela et Cuba. Et comme si ça ne suffisait pas, les États-Unis menacent de sanctionner n'importe quel autre pays qui oserait prendre le relais. Résultat, le robinet principal est fermé à double tour et personne n'ose s'approcher pour en ouvrir un autre. Du jour au lendemain, Cuba se retrouve seul, isolé et sans énergie. Alors forcément, quand cette ligne de vie est coupée nette, les conséquences sont immédiates. Ça a provoqué une véritable onde de choc dans toute la société cubaine. Absolument tous les aspects de la vie quotidienne sont touchés. Parce que l'énergie, c'est la base de tout. Sans ça, c'est un effet domino qui s'enclenche. Les villes, plongées dans le noir. Les transports en commun, à l'arrêt. Le tourisme, qui est pourtant vital pour l'économie, paralysé. Le transport aérien, fortement perturbé. Toute l'activité économique et culturelle est au point mort. Et pour les gens, au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire des files d'attente interminables devant les stations-service, juste pour espérer avoir quelques gouttes d'essence. C'est la vie de tous les jours qui est mise sur pause. Et puis, c'est le Financial Times qui vient jeter un pavé dans la mare, ou plutôt une bombe. D'après eux, les réserves de pétrole de Cuba ne tiendraient que 15 à 20 jours. Imaginez le choc. Face à ça, le gouvernement n'a pas eu le choix. Il a dû imposer des mesures d'austérité hyper strictes en rationnant le peu de carburant qui restait pour le réserver uniquement aux services vraiment essentiels. Évidemment, une crise pareille, ce n'est pas juste une question d'économie. C'est avant tout profondément politique. Tout ça se joue sur la scène internationale avec d'énormes pressions et ça fait réagir très fort, aussi bien les gouvernements que les gens sur place. Et du côté américain, la position à l'époque, exprimée par Donald Trump, était très claire. Il a carrément qualifié Cuba d'État en déroute, en sous-entendant que la pression était telle qu'il n'aurait pas d'autre choix que de négocier, de conclure un accord. En gros, on comprend que la crise énergétique est vue comme un moyen de pression, un levier pour forcer un changement politique. Et comme on peut s'en douter, les réseaux sociaux ont explosé. C'est devenu le principal exutoire. Que ce soit les Cubains eux-mêmes ou les observateurs à l'étranger, tout le monde y a déversé sa frustration, sa colère, parfois sa peur. Et ça nous montre bien toute la dimension humaine derrière ce jeu géopolitique. On a par exemple ce commentaire de Saïd qui est assez cynique sur le rôle des grandes institutions. Pour lui, l'ONU, le Conseil de sécurité, tout ça ne sert à rien. Il ne reste que ce qu'il appelle l'intimidation mondiale. Ou encore Rehem, qui avec beaucoup de sarcasme met le doigt sur le désespoir ambiant. Quand elle dit qu'il devrait construire des usines pour extraire du carburant des ordures, ça montre bien l'absurdité de la situation et ce sentiment qu'il faut trouver des solutions, n'importe lesquelles. Et puis, il y a la peur qu'on ressent très bien dans le message de Fayez. Lui, il voit plus loin.
Il a peur que cette crise ne soit pas un hasard, mais une stratégie voulue pour provoquer un effondrement. Un peu comme au Venezuela, avec à la fin l'installation d'un gouvernement, disons, plus proche des intérêts américains. Donc voilà où on en est. La pénurie s'aggrave de jour en jour, les tensions politiques ne baissent pas, et la situation à Cuba se rapproche vraiment, dangereusement, d'un point de rupture. L'avenir n'a jamais semblé aussi flou. D'ailleurs, même le vocabulaire des responsables politiques, y compris aux États-Unis, a changé. On ne parle plus seulement de crise économique, mais de menace humanitaire. Et quand on utilise ces mots-là, ça veut dire qu'on reconnaît que l'effondrement des services les plus basiques, la santé, l'eau, les transports, eh bien ça met en danger la vie de millions de personnes. Ce qui nous amène à la question finale, la plus angoissante. Cuba est prise en étau entre l'embargo, sa dépendance énergétique et une pression géopolitique énorme. Le pays est en train de s'effondrer. Plus de carburant, plus d'électricité, les services de base qui lâchent les uns après les autres. La question, ce n'est plus de savoir si la situation est grave. La vraie question, c'est jusqu'où ça peut aller? Quel est le point de rupture pour le peuple cubain?